Alors pendant que les gens s'installent, je vais faire un tout petit mot d'introduction. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui étaient là pour la première conférence. Si c'est le cas, je suis désolé d'avance parce que ça va faire un petit peu répétition. Donc je me présente, je m'appelle Martin Lambert, je travaille à Stérolux à Nantes. Stérolux, c'est une structure culturelle qui travaille dans le champ des musiques actuelles et de l'art numérique. On fait aussi bien de la diffusion, que ce soit de concerts ou de spectacles, mais aussi de la recherche, de l'expérimentation, de la production de projets. Moi, je travaille plutôt sur ce volet-là, au sein d'un des axes qui s'appelle le laboratoire Art et Technologie, d'où le nom de ce volet du salon, puisqu'on a une collaboration depuis maintenant 4 ans, c'est la 4e édition, avec les JTSE pour proposer un certain nombre de conférences dans le cadre de ce salon sur des sujets liés à la création numérique, aux outils aujourd'hui utilisés par les artistes et puis par les chercheurs aussi, et sur comment artistes, chercheurs, technologistes travaillent ensemble pour imaginer des nouvelles formes de création. On a donc décidé de traiter 3 thèmes pour ce salon-là. Un premier thème qui a eu lieu tout à l'heure. Alors si vous l'avez loupé, c'est pas grave puisque ce sera sur le site des JTSE dans quelques semaines puisque les conférences sont filmées. Donc un premier thème sur la question du machine learning. Un deuxième thème maintenant sur la question de la réalité mixte, de la réalité virtuelle et du spectacle vivant. Et un thème demain sur la question des dômes immersifs et de l'immersion en général. Voilà, donc comme dit, la conférence est filmée. Vous pourrez retrouver tout ça sur le site des JTSE dans quelques semaines. Et je passe la parole à Pierre et Anna. Merci beaucoup Martin, bonjour à tous. On est ravis d'être ici. Je m'appelle Pierre Catan, je suis le fondateur du studio Small Bang. Qui est un studio de création que j'ai fondé il y a 7 ans et qui s'est donné comme ambition de mêler à toutes les formes de création le code informatique. Donc vraiment sur la question art et technologie, on est vraiment, concentrés sur la production d'œuvres qui font se rencontrer les arts graphiques, les arts visuels en général, le son, le code informatique, la scénographie, l'interactivité sous toutes ses formes. Et à côté de moi, Anna Belisha. Bonjour. Donc moi, je travaille au sein du studio et je suis chef de projet et en charge notamment de la diffusion de Fugue VR dont on va vous parler. Est-ce que tout le monde nous entend bien? C'est bon? Moyen, hein. Moyen. Anna, pas trop. Anna, il faut qu'elle parle plus fort avec le micro plus près du... Oui. Fugue VR. Donc en fait, c'est un projet qui naît de la demande de la Maison de la Danse à Lyon, qui est une vénérable et magnifique institution, il se trouve qu'à Lyon, il y a un musée qui s'appelle le musée Guimet, qui est exactement homonyme du musée Guimet à Paris, sauf que en fait, c'est le tout premier musée Guimet, et il a été dans sa vie plein de choses, un musée d'histoire naturelle, une patinoire, etc. Et pendant quelques années, ce lieu absolument sublime a été fermé pour être il a été donné par la ville à la Maison de la Danse pour créer l'atelier de la danse qui arrivera, je crois, en 2022. La Maison de la Danse voulait faire de cet urbex éphémère, de ce lieu de culture abandonné, patrimonial, hyper beau, le lieu de beaucoup de choses. Et ils nous ont demandé de réfléchir à une forme qui pouvait permettre à ce lieu de vivre. Vous allez le voir, c'est le lieu du décor de Fugue VR. Sur ça, on a proposé plein de dispositifs différents, dont l'idée qu'un réalisateur en réalité virtuelle puisse collaborer avec un chorégraphe pour créer ensemble une pièce en réalité virtuelle. Donc, on a demandé à Michel Reillac, qui est un ancien danseur, l'ancien directeur du cinéma d'Arte, et qui, depuis 2013, est auteur indépendant, et qui est bien connu de tout le monde de la réalité virtuelle, de travailler avec Johan Bourgeois sur une recréation de la Fugue Trampoline. La Fugue Trampoline, c'est cette pièce de Johan Bourgeois qu'il a créée il y a 7-8 ans, sur une musique de Philippe Glass, et qui est une pièce qui dure 8 minutes et quelques, et qui est absolument sublime et suspendue. Il y a eu des centaines et des centaines de représentations. Et voilà, il y a la rencontre entre Michel et Johan. Je voudrais leur laisser la parole pour qu'ils puissent eux-mêmes raconter ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui en termes de production, de création, de diffusion, d'outillage technique aussi. Mais on voulait juste leur laisser la parole pour expliquer le dispositif et que vous le voyez en images. Le film, la télévision,
ont été inventés et se sont développés comme un moyen de manipuler le temps. Tu peux faire des flashbacks, flash-forward, tu manipules le temps, tu n'as plus besoin de traiter le temps de manière linéaire. Et la réalité virtuelle, je pense, va devenir un moyen de transcender l'espace, de procurer aux spectateurs une expérience impossible dans la réalité physique. Cette nouvelle technologie nous permet d'aborder la question du vertige autrement, de perdre les repères d'une manière totalement inédite, qui rejoint en fait la pièce Fugue Trampoline, qui est la pièce de laquelle est parti le scénario qu'on a imaginé. La danse est un rituel, donc c'est un rituel un peu au même titre que le mythe de Sisyphe, un rituel d'accomplissement qui n'aboutit jamais, c'est-à-dire que le but est d'arriver à se maintenir en haut de l'escalier, un peu comme une sorte d'état de grâce et un état pour sauver un peuple, représenté par les comédiens qui sont là, et à chaque fois ça échoue. Donc à chaque fois que ça échoue, on comprend que quelqu'un d'autre va devoir essayer à son tour. Quand j'ai créé la Fugue Trampoline, donc ce petit numéro il y a environ 8 ans, j'avais créé ce dispositif en me disant allez, je vais aller le jouer partout, et j'avais pas imaginé cet autre espace qu'est l'espace virtuel. Ouais. La réalité virtuelle peut te faire vivre la danse de l'intérieur. Ça, c'est un choix évident, c'est un choix, je dirais, facile. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut faire en sorte que notre expérience de la danse devienne une expérience qui dépasse la simple dimension visuelle, esthétique et spatiale de la danse? Et est-ce qu'on peut accéder à la dimension presque émotionnelle ou intellectuelle ou spirituelle, poétique de ce qu'évoque la danse? Autrement dit, est-ce qu'on va arriver à faire en sorte que presque intuitivement, on va arriver à déclencher chez le spectateur une coordination de son mouvement physique avec l'information visuelle virtuelle qu'il reçoit d'un corps virtuel dans un environnement virtuel. C'est un peu compliqué. Dans l'expérience physique, les spectateurs qui auront le casque feront les mêmes mouvements sur l'impulsion de 2 danseurs qui seront avec eux dans la ronde physique, qui les entraîneront à faire le mouvement. La question que pose n'importe quel spectacle, c'est qu'est-ce que le réel? Et j'aime bien parce que là, dans le scénario, on a intégré des éléments comme les lumières à vue, qui sont vraiment normalement des effets de réalité au sein même de la fiction, mais une fiction très fictive en plus. Et du coup, il va y avoir un trouble, justement, et ce point d'interrogation grand ouvert au cœur de l'expérience, à mon avis. Je vous présente Sarah et moi je suis Bruno et on est là pour vous accompagner durant cette expérience. Vous serez complètement immergé dans le film. Donc vous pourrez voir le film à 360 degrés. Vous pourrez voir les murs, le plafond, le sol et c'est vous qui serez pilote de ce que vous voulez voir dans le film en fait. Nous allons créer une vague avec les bras pour rentrer dans le mouvement. Attention, on y va.
Pour moi, la question dans cette pièce, c'est non pas de donner à voir la performance physique comme une chose comme ça au premier plan, mais plutôt de montrer la fragilité de qui nous sommes en fait. Et il y a comme une seconde nature chez toi, et ce qui fait que la difficulté physique à la faire a été comme intégrée, et tout ce qui reste, c'est la grâce. Je me mets volontairement dans un état de réel déséquilibre, d'instabilité, pour que quelque chose se libère peut-être en moi dont je n'ai pas conscience, mais qui est plus intéressant que moi-même en quelque sorte. J'ai l'impression qu'il y a un traitement de cette zone de suspension dans un espace lui-même suspendu, qui est presque un pur espace imaginaire, un espace hors temps. Oh là là, qu'est-ce que je galère à faire une phrase. Voilà, donc pour les personnes qui nous ont rejoints, on vous parle de Fugue VR, qui est une expérience en réalité mixte, qui mélange la réalité virtuelle et l'expérience avec le corps. J'en profite juste pour faire une petite incise et préciser que notre directeur technique, on est ici au JTSE, donc je veux absolument le mentionner, qui s'appelle Martin Bessin. Il a en partie tourné les images du making-of que vous venez de voir. Il a remixé la musique dont on avait acheté les droits de Philippe Glass, et il a monté ce petit making-of. Et enfin voilà, juste pour vous dire que Martin au studio, qui est un studio à la croisée à Small Bang, qui est un studio à la croisée des disciplines, des arts, de la technique et des arts aussi, justement. On fait tous beaucoup de choses, et voilà, je trouvais que c'était important de dire qu'on partage tous des compétences techniques et artistiques, et que c'est complètement assumé, et que c'est aussi comme ça qu'on mène nos projets. Vous l'avez sans doute retenu, Michel Reillac explique que le cinéma a bouleversé le rapport au temps en jouant avec le rapport au temps. Et ce qui est intéressant avec la réalité virtuelle, dans l'espace en 3 dimensions, c'est de jouer avec l'espace. C'est de nous perdre dans l'espace comme le cinéma nous perd dans le temps, à aller en flash forward, flashback, etc. La manière dont la recréation s'est passée dans la fugue VR, c'est justement de remettre complètement en question l'idée de l'espace, puisque Johan Bourgeois, lui, dans son geste chorégraphique, joue exprès l'inversion de la gravité. Et dans son geste chorégraphique, lui, il est donc un circassien qui s'est mis à la danse, et il dissimule énormément la performance physique qu'il y a dans le fait que sur son spectacle, il y a 80 bons pour faire une fugue trampoline. Non, enfin, des dizaines et des dizaines de bons. Et il fait comme si remonter était plus lourd que descendre. Enfin, il a une espèce d'inversion comme ça de la gravité, et on a été très loin dans cette démarche. Et on a beaucoup réfléchi tous ensemble, donc on l'a coproduit. D'abord, la coproduction, elle raconte aussi la spécificité de ce genre de projet, puisque dans nos coproducteurs, il y a bien sûr le CCN2 de Grenoble, la compagnie, donc le Centre chorégraphique national de Grenoble, dirigé par Johan Bourgeois. Il y a la Maison de la Danse, la Biennale de la Danse, Small Bang, la participation du CNC et la participation de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la mission cinéma locale. Donc on est là sur tout un tas d'acteurs et de guichets qui proviennent eux-mêmes de plein de disciplines différentes. L'intérêt de ça, c'est qu'on a été une communauté créative en permanente discussion pour s'apprendre les métiers les uns des autres. Moi, côté Small Bang, Anna Belisha, non, parce que Anna, elle vient de la diffusion de spectacles, du spectacle vivant et de la musique. Mais moi, personnellement, dans mon itinéraire personnel, c'était la première fois que je me confrontais avec les problématiques du plateau, les problématiques de travailler avec une structure de spectacle vivant. C'était passionnant. Pour eux, évidemment, c'était la première fois qu'ils travaillaient sur un projet de réalité virtuelle. Et du coup, la complicité et la rencontre, elle s'est tout le temps jouée autour des questions artistiques. C'est très important de voir que d'abord et avant tout, c'est un réalisateur et un danseur qui essayent de créer ensemble. Et on essaye le plus possible de taire et de dissimuler la technologie. On s'en fout, c'est un outil, c'est un moyen.
Et quand on a voulu diffuser cette œuvre, en fait, on a décidé que l'œuvre en elle-même ne serait jamais diffusée seule. Vous ne pouvez pas aller sur une plateforme de réalité virtuelle et télécharger Fugue et faire la fugue VR comme ça. On a voulu ne pas désolidariser le film et l'expérience physique. On a voulu que ça se joue toujours dans le contexte du spectacle vivant, avec une dimension physique pour les utilisateurs. Et on a mis au point, donc Johan et Michel, et toutes les équipes autour, ont mis au point le spectacle en réalité mixte, qui est conçu pour 5 à 10 spectateurs, et on l'a conçu en essayant de viser plus ou moins le genre de budget par jour à l'achat pour que des petits lieux puissent se permettre de l'acheter. Je ne pense pas que ce soit rentable, je ne pense pas que ce soit un modèle économique, ce n'est pas du tout ce que je dis juste qu'on a essayé d'ajuster ce que ça pouvait représenter comme charge financière d'avoir un danseur, toute la technique, plus 8 représentations dans la journée, à un tarif qui était atteignable. Et ça, c'est beaucoup le conseil aussi de la Maison de la Danse et du CCN2 pour essayer justement d'adresser tout un tas de lieux de culture, de spectacles vivants qui pourraient aller vers la réalité virtuelle comme une forme pour aussi proposer à leur public des choses un peu différentes. On arrive donc au terme de 1 an et demi de développement et de production à la Biennale de la danse de Lyon en septembre 2018 pour la grande première. Et comme c'est Anna qui l'a non seulement produit, mais qui s'est ensuite occupée de la diffusion avec les équipes du CCN2, je laisse Anna vous raconter comment ça se passe quand le spectacle en réalité mixte circule. Super, bonjour. Alors je vais donc vous parler plus précisément de la diffusion de Fugue. Et je vais commencer par vous montrer une carte qui résume toutes les dates qui ont été faites ces 2 dernières années. Ouais. Voilà, donc moi je suis en charge de la diffusion du projet et on coproduit chaque date avec le CCN2 pour justement mettre nos compétences ensemble. Et ce qui est vraiment super avec Fugue, c'est qu'on peut s'adresser à des types de lieux ou de festivals assez différents, à la fois venant de la danse, du spectacle vivant ou plus en lien avec les arts numériques. Voici donc la carte. Le projet a tourné cette dernière année et demie en France et à l'étranger. On a eu la chance d'être à Stéréolux aussi. Merci. Voilà. Donc concrètement, je veux revenir sur qu'est-ce qui se passe dans cette expérience pour le public, pour ensuite vous expliquer les contraintes de diffusion et de production de chaque date. Donc voilà, le spectacle se fait pour 5 ou 10 participants simultanés et on invite ces personnes-là à regarder le film VR tout en étant accompagnés physiquement par des danseurs de la compagnie du Johan Bourgeois présents sur place. Donc en soi, qu'est-ce que c'est? Le public arrive, ils ont 15 minutes de médiation, on va leur expliquer et amener petit à petit ce qu'ils vont vivre. On va leur expliquer en pas de danse, très simple, abordable à tous. Puis, ils vont tous mettre en casque VR, ils vont être invités à visionner le film tout en reproduisant ce pas de danse, accompagné par les danseurs. Ensuite, au fur et à mesure que le film se déroule, on les invite à marcher et à déambuler dans la salle pour vivre vraiment physiquement l'expérience. Ils sont du coup engagés personnellement et physiquement dans l'expérience, et en fait la réalité virtuelle et la réalité réelle, physique, se superposent pour davantage d'immersion. Chaque séance dure 30 minutes, ce qui fait qu'on a environ 8-9 séances par jour, les unes à la suite des autres, avec des petites pauses de temps de recharge de matériel. Donc pour la diffusion, la première problématique, c'était donc le prix de session. Pierre vient de le dire, on a essayé de trouver un compromis, parce qu'en fait, bon, la VR, c'est quand même assez cher, que le matériel à la location ou à l'achat, c'est un investissement. On a eu la chance d'avoir un partenaire technique, Hervé, avec qui on a inscrit une collaboration dans la durée, avec qui on a pu trouver des compromis de prix, pour donc proposer une expérience accessible à des salles de spectacle. Et également assez légère techniquement à proposer. La diffusion est assez classique. Qu'est-ce qu'on met en avant? C'est déjà Fugue VR, c'est la possibilité, comme avantage, de pouvoir proposer une programmation du Johan Bourgeois
qui est très sollicité, donc sans attendre 3 ans. C'est vrai qu'on peut aller assez vite, on a une équipe disponible, un itinéraire de tournée peu contraint. C'est donc l'occasion de lier les arts vivants et numériques. Et c'est aussi pour moi l'occasion de faire des opérations de médiation et d'ouverture au public, parce qu'en effet, Fugue VR peut à la fois toucher des publics sensibilisés aux questions numériques, mais qui ne connaissent pas grand-chose en danse ou qui sont peu habitués aux salles de spectacle et qui vont être attirés par la VR. On peut avoir inversement des personnes qui vont être attirées par la danse, mais voilà, qui n'ont jamais fait ce type d'expérience. Donc voilà, on a aussi fait beaucoup d'opérations pour les scolaires. Voilà. Une fois qu'une date est programmée, c'est très léger. En tournée, on a 1 ou 2 danseurs, en fonction que ce soit pour 5 ou 10 participants en simultané, et un opérateur technique dédié aux questions de VR. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'on avait trouvé un partenaire pour la réalité virtuelle. Et en fait, ce qu'on a monté avec eux, c'est un système qui est installé sur un parc de casques dédié à Fugue VR. Ces casques sont synchronisés entre eux et répondent à toutes les problématiques que peuvent rencontrer les danseurs, médiateurs pendant le spectacle. Ils rentrent dans des valises, donc c'est transportable très facilement, dans des valises en soute. Le spectacle peut tourner à l'étranger facilement. Et pour revenir sur le modèle de casque, ce sont des Gear VR. Vous savez, c'est les casques dans lesquels il y a un téléphone Samsung qu'on glisse dedans. Du coup, on arrive vraiment dans les salles avec une solution clé en main côté VR et on ne demande pas du tout au lieu de prendre en charge la location de matériel ou de la maintenance de matériel de réalité virtuelle. On est vraiment hyper autonome là-dessus. Et par contre, ce qu'on va demander à la salle, c'est d'être plus active sur des choses connues comme la lumière, la diffusion du son, parce que là, les participants n'ont pas de casque, la diffusion est une diffusion dans la salle. Voilà. Et ensuite, on a aussi une grande flexibilité sur le lieu, parce que nous, vraiment, la seule contrainte, c'est la diffusion du son et avoir une bonne connexion stable Internet pour synchroniser les casques entre eux. Donc, Fugue VR peut se faire à la fois dans un lieu de théâtre, dans un lieu à l'extérieur, dans une salle de répétition. Voilà, c'est vraiment très léger. On a un montage qui se fait sur environ 4 heures de temps. Donc, voilà, on peut arriver et repartir assez vite. Là où je dirais qu'il faut vraiment avoir plus d'attention, et c'est vraiment important, c'est plus sur l'aspect médiation. Pour chaque date, déjà, nous, on va prendre le temps de bien réexpliquer aux équipes des théâtres, des équipes techniques, aux équipes de médiation, qu'est-ce que c'est que la réalité mixte, voilà, comment communiquer dessus, à quoi va être confronté le public. Et on a aussi besoin d'eux pour la médiation sur place. Donc, ce qui se passe, c'est que nous, notre équipe est indépendante dans la salle. On peut vraiment tout faire tout seul. Par contre, on va avoir besoin d'aide pour que les séances s'enchaînent bien, pour accueillir le public qui va partir. Enfin voilà, c'est des séances de 30 minutes, donc les séances vont s'enchaîner. Il faut à tout prix que tout ça se fasse assez rapidement dans la fluidité. Donc on va avoir besoin d'aide du côté de la salle pour ça. Et l'autre aspect très important, c'est vraiment la médiation. Je veux dire par là, la médiation, une fois que le public ressort, pouvoir répondre aux questions. Comme je vous disais, on a des publics très différents. Donc certaines personnes qui vont être attirées par le format et qu'on va immerger dans une expérience poétique très forte et qui vont avoir envie de revenir dessus. D'autres personnes qui vont avoir beaucoup de questions sur la réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est. Et donc c'est important pour moi, à mon sens, de les accompagner. C'est vraiment essentiel après, quand ils ressortent du film, pour faire ce travail-là. Voilà, donc je dirais qu'on est donc sur un spectacle qui peut tourner très facilement, mais avec ce besoin d'accompagnement du public. Voilà, j'arrive un peu au bout. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Ouais, peut-être avant de vous laisser la parole. Ah, j'ai monté le micro. Peut-être avant de vous laisser la parole, juste vous repréciser pour que ce soit bien clair pour tout le monde que la réalité mixte, ça signifie que les gens ils sont ici dans leur casque. Vous voyez qu'ils sont en train de tendre la main et ça correspond à, dans le film, ce qu'ils voient, c'est ça. C'est Johan qui se lève. Et donc, ils ont tous un casque, ils sont tous en ronde, mais en fait, ils incarnent tous le même personnage du point de vue de la caméra. Et donc, au moment où Johan se lève au milieu de la ronde, ils vont tous, comme ici c'est le cas, approcher leurs mains et toucher le corps de Johan, qui est en fait le corps du danseur médiateur, et avoir la sensation de répéter dans l'espace physique l'émotion qu'ils ont, enfin, ce qui se passe dans l'espace virtuel, sauf qu'il y a un retour haptique, il y a un retour du toucher, et donc, en réalité, c'est ça qu'on appelle la réalité mixte.
C'est le fait de pouvoir, en fait, effectivement, être dans un geste dans l'espace virtuel qui correspond à un espace scénographié. Voilà, juste c'était pour être sûr que il y avait pour vous pas de doute sur la question de la réalité mixte par rapport à la réalité virtuelle. Voilà, peut-être que maintenant on peut peut-être faire un peu de... Écoutez vos questions, si vous avez peut-être des questions, n'hésitez surtout pas. Oui. Tiens, tu veux. Quelqu'un a une question? Question pragmatique, quel est le format du son qui est diffusé? Est-ce que vous prévoyez une immersion sonore? C'est classique. Enfin, c'est un format de diffusion assez classique. Il n'y a pas de... Alors, en fait, dans le casque, le son, il est complètement ambisonique et binaural. Donc, Oui, vous avez dit que les gens n'avaient pas de casque. Ouais. Donc, pour vous dire, en fait, on a le dispositif, c'est-à-dire que le son, il a été produit et créé par Com Jalibert dans une sphère parfaitement qui répète exactement le crâne, la boîte crânienne. Et donc, en fait, on n'est plus dans du 9.1, c'est des millions de pixels. Et donc, il y a un plugin dans Pro Tools qui permet de situer les sons au pixel près et de les faire se déplacer au pixel près. Donc, la création sonore, elle s'est faite de cette manière. En casque audio, on recrée, grâce à la stéréo, on recrée exactement le sentiment et la perception du son spatialisé. En revanche, c'est beaucoup plus compliqué dans un espace comme ça, y compris si on est en diffusion stéréo. En fait, on peut difficilement avoir la même sensibilité. Si on est très isolé au niveau sonore, on peut retrouver des dimensions comme ça spatialisées du son, mais il faut vraiment des conditions un peu particulières. À la Gaieté Lyrique, dans le truc de 9.1, ça marcherait. Voilà. Alors, je repose ma question différemment. Pourquoi il a été fait le choix d'abandonner la diffusion immersive du son? Est-ce que c'est une raison purement économique ou est-ce qu'en fournissant un casque à chaque spectateur, ça aurait été possible? Il y avait aussi un choix de, justement, comme c'est de la réalité mixte, que le son ne provienne pas du casque et qu'on puisse aussi, enfin, on ne veut pas couper le spectateur de ce qui se passe autour de lui. Donc s'il y a un peu de bruit dans la salle, s'il sent les personnes autour de lui, enfin les entendre un peu, il ne faut absolument pas couper cette sensation-là pour une immersion encore plus forte. Donc voilà, les enfermer dans un casque, c'était aussi rajouter cette contrainte-là. D'accord. Une autre? Ouais, ça, j'ai pas vu. Là. Bonjour, merci pour ces explications. Je suis assez attentif aussi sur la précision sur réalité mixte. Il existe aussi des technologies qui s'appellent vraiment réalité mixte, qui sont développées par Microsoft. Et donc je voulais savoir, pour vous, pourquoi vous n'avez pas choisi le choix justement que ça soit une VR où les gens sont en mouvement et pas forcément d'utiliser les processus de réalité mixte qui sont déjà développés. Je pense à HoloLens par exemple. Oui, d'accord, parce que en fait, oui, après il y a un... Qui implique déjà, enfin pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui implique déjà le corps dans l'espace et de voir en même temps l'objet dans n'importe quel espace identique. Ouais. Alors oui, HoloLens, il faut imaginer, c'est exactement comme ce casque-là, sauf que vous avez l'option réalité augmentée, réalité virtuelle, donc vous pouvez choisir d'avoir une relation occultante à l'environnement, comme dans la réalité virtuelle, ou transparente à l'environnement, c'est-à-dire qu'on superpose des images sur le réel qui nous entoure. C'est vraiment pour des raisons technologiques et financières. On a préféré... en fait, HoloLens, ça coûtait très très cher. Et c'est une débauche de moyens technologiques pour situer les personnes dans l'espace. Et donc, il y avait un très très beau projet qui s'appelle The Enemy, qui avait été produit par Caméra Lucida avec France Télévisions, et qui permettait de comprendre à quel endroit, très précisément, se trouvent les utilisateurs. C'est ça la grande différence, c'est que dans la réalité mixte, si vous portez chacun et chacune un casque ici, le casque sait vous situer dans l'espace. Voilà, c'est la grande différence. On a fait un choix low-tech, financier, d'un truc simple, que nos partenaires connaissaient et qui serait robuste pour plusieurs années. Et du coup, mais c'est assez classique de nos options techniques, c'est-à-dire qu'en général, on essaye d'être rétro-compatible le plus possible.
Et donc, on savait qu'on avait envie que ce soit stable pendant plusieurs années. Et HoloLens, c'est tellement à la pointe du truc qu'ils sortent des nouveaux firmware tous les 6 mois et que en fait, c'est très très vite obsolescent. Donc voilà. C'était pas la peine en fait. On avait juste envie d'une relation humaine. On voulait que la 3D dans la réalité mixte soit le corps humain. Et du coup, on voulait, au bout d'un moment, on voulait pas une médiation informatique. On voulait une médiation humaine, quoi. Je pense. Merci. Et j'ai une dernière question sur le public, l'audience. 10 personnes, c'est un maximum technologique ou c'est un choix ça pourrait être plus. On a des lieux de spectacle qui nous ont demandé plus pour des scolaires notamment. Après, c'est juste que le prix monte très vite puisque donc les frais de location ou d'achat de ces casques grimpent vite. Voilà. Donc c'est en compromis aussi. C'est bien que ce soit intime. Honnêtement, je trouve que c'est bien que ce soit intime. Non mais pardon. Pour compléter la réponse, on a un format avec un danseur pour 5 spectateurs, 8 représentations par jour. Ça, c'est un format qui coûte 2500 € pour le lieu et la journée. Donc pour nous, c'est le. Mais après, il faudrait former d'autres danseurs qui sont tous les danseurs et danseuses, je ne sais pas si on l'a dit, qui sont des danseurs de la compagnie de Johan Bourgeois. Et en fait, il faudrait juste qu'on en ait plus. Et on pourrait déployer, par exemple, plusieurs petites scènes pour faire plein de représentations dans la journée avec beaucoup plus de danseurs. Il n'y a pas de limite. C'est plus intéressant de faire plusieurs formats sur 8 représentations par jour de 5 ou 10 danseurs que d'augmenter le nombre de danseurs dans la ronde parce que au-delà de 10, en fait, on n'a plus ce rapport au corps, on n'a plus ce rapport à l'autre, on sort de la bulle d'intimité qu'il y a dans le film. Donc on peut faire autant de fois qu'on veut, un danseur et 5 spectateurs ou un danseur et 10 spectateurs sur une journée. Si vous avez l'argent, la disponibilité pour accueillir et l'espace pour accueillir plus, la jauge peut monter, quoi. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens qui nous demandent plus. Ouais. Est-ce qu'il y a... Ouais. Moi, j'ai une question. Combien de temps ça dure, en tout ? Ça dure 30 minutes, mais D'accord. dans ces 30 minutes, il y a vraiment 15 minutes d'installation, de médiation et d'apprentissage du léger pas de danse, puis 15 minutes de film et d'expérimentation par le corps. Et en fait, comme justement vous avez dit, en fait, c'est occultant. Donc en fait, quand on a le casque, on risque de se bousculer, en fait. Oui, c'est pour ça et vous qu'il y a demandez les aux gens danseurs. donc en fait, c'est les danseurs qui gèrent tous ces. Oui, c'est ça, très discrètement. Très discrètement. Et si jamais le public est amené à rentrer en collision, on va les inviter à se déplacer. Mais par contre, on essaie au maximum de ne pas les toucher pendant l'expérience pour pas justement sortir de l'immersion. On le fait qu'en cas évidemment de problème. C'est rare. Ok. Et dernière question, rien à voir, mais en fait c'est toujours lié au spectacle de Johan Bourgeois. En fait, c'est une recréation. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est toujours, vous le faites toujours dans les endroits où il y a un spectacle. Non. C'était pas clair. Justement, au contraire, on s'est rendu compte que c'était très intéressant pour plein de lieux. Quand ils appellent la compagnie de Johan et qu'il est disponible à partir de novembre 23, en fait, c'est la compagnie elle-même qui dit si vous voulez, en attendant. Et en fait, ce qui est chouette avec la Fugue VR, c'est qu'on arrive à la faire tourner dans des lieux qui ont bouclé leur programmation, qui ont bouclé leur saison, et pour qui, en fait, il reste des espaces et des interstices dans lesquels, en jouant sur le tableau de la réalité mixte, qui est à la fois des technologies immersives et du spectacle vivant, peuvent attirer des publics un peu différents, notamment les jeunes. Et en fait, c'est chouette parce que ça reste quand même un moment de grande poésie pour les gens qui le font. Et ça dure pas très longtemps. Et ils peuvent mettre une billetterie. Ils y mettent tous des billetteries. Donc voilà, c'est chouette parce qu'on s'est rendu compte quand on a voulu que ce soit un truc un peu gros. On s'est rendu compte que c'était très limitant. En revanche, dès qu'on a compris que ça pouvait se glisser dans les interstices, ça a fonctionné. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, mais ouais, bref. Est-ce qu'il y a une autre question ? Non. Bonjour. La question, c'est en fait, est-ce que vous considérez ça comme plutôt une action culturelle ou comme véritablement un spectacle ?
Parce qu'avec la participation du public comme ça fait très action cul en fait. Ah, c'est génial comme question. C'est un spectacle culturel? Non, C'est un spectacle immersif qui implique le public, mais c'est un spectacle, je pense. D'accord, ok, très bien, merci. Oui, oui. En fait, c'est un spectacle immersif, mais c'est forcément immersif un spectacle en fait. Non, c'est un ingrédient en fait du spectacle vivant, un nouvel ingrédient du spectacle vivant qui peut amener une sa propre dose de poésie, comme on joue avec au cirque avec des artifices ou au théâtre avec des décors. Bah, en fait, voilà, je pense que c'est juste un ingrédient de plus pour mélanger dans la recette de cuisine que chacun veut faire. Ben voilà, on peut vous poser des questions à vous aussi un petit peu. Ok. Donc dans la salle, qui s'occupe de lumière? Ok. Ok. Plusieurs, plus ou moins. De son? Ok. D'image? Ah ok. Il y en a un qui lève le doigt pour tout. Et de régie gênée? Ok. Et est-ce qu'il y a des gens qui font des métiers que j'ai pas mentionnés? Tout le monde. Ok. Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est juste pour vous connaître un peu mieux. Scénographie. Vidéo mapping. Direction technique. Et monsieur, direction technique aussi? Effets spéciaux, super, génial. Et juste pour vous dire, je ne sais pas si ça compte, ça peut être un épilogue chouette, mais donc nous on a nos locaux qui sont basés à Paris, à Belleville. Et en fait, comme on travaille avec la Maison de la Danse, on est passé par le bureau des tournages à Lyon. Et ils nous ont proposé des équipes techniques absolument géniales. Notre chef d'éco, tous les régisseurs, tous les techniciens. C'était merveilleux parce que c'était juste les gens qui font des spectacles absolument sublimes. Et c'était vraiment génial de pouvoir aussi se lancer dans l'inconnu avec des équipes avec lesquelles on n'avait pas forcément l'habitude de travailler, mais qui ont permis de faire toute cette belle aventure. Voilà, c'était cool. Je ne sais pas comment ça se passe, mais du côté de la production, c'était vraiment des belles rencontres. Voilà. Si vous n'avez plus de questions, on peut aller se rafraîchir et se désaltérer. Ah, il y a encore une question ? Oui, bonsoir. La seule chose qui m'interpelle personnellement, c'est qu'il y a deux sphères du spectacle. Il y a la vôtre et il y a le spectacle marchand. Je pense que votre démarche est intéressante, sauf que l'aboutissement n'est pas du tout marchand. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis responsable d'effets spéciaux pour une entreprise privée, pour ne pas la nommer le Musée des Arts Forains. Et, par exemple, je suis venu ici pour voir si quelqu'un pouvait m'interpeller ou m'intéresser sur la récupération de quelque chose d'existant dans un site marchand. Or, vous avez le langage culturel, le langage des théâtres subventionnés, le langage des compagnies subventionnées, le langage de cette sphère qui nous est totalement étrangère, c'est-à-dire que nous sommes dans deux mondes totalement séparés. C'est-à-dire que nous avons un but, c'est-à-dire d'avoir un cahier des charges, une obligation de résultat, une efficacité et un coût. Et je dirais même que le coût est en dernier. C'est-à-dire que si nous n'arrivons pas à gérer ou à rassembler des éléments qui peuvent nous faire dire « tiens, cette idée ou cette technologie est intéressante », à ce moment-là, le prix vient derrière. Or, dans tout le discours que j'ai entendu, rien ne m'a ému ou excité sur le plan artistique. C'est tout. Ok. Alors, mais c'est une question ? Non, d'accord. Voilà pourquoi j'étais là. D'accord. Alors, les fêtes foraines notamment, et en fait, la réalité virtuelle explose dans les fêtes foraines. Je ne sais pas si je vous conseille vraiment d'aller voir comment ça se passe dans un centre, dans un parc d'attractions qui est à la frontière allemande, côté allemand,
qui s'appelle Europa Park. Merci beaucoup. Et donc Europa Park, c'est assez génial parce que c'est un parc d'attractions gigantesque où tous les manèges des années 50, 60, 70, 80 ont été revisités avec des opérations en casque de réalité virtuelle. Donc tu te mets sur un vieux Grand 8, donc le Grand 8 le vieux Grand 8, tu mets un casque et l'expérience que tu as dans le casque, elle est complètement homothétique de ton déplacement. Mais tu vis ailleurs autre chose autrement. Donc à part le fait que ça ne vous a pas ému artistiquement, bon ça je pense que je ne peux pas en faire grand chose, je vous invite juste à faire l'expérience, peut-être c'est la meilleure façon de s'émouvoir. Mais vraiment c'est très commercial la réalité virtuelle et c'est là que ça cartonne le plus en fait. C'est que la démarche, par exemple, et j'ai été dans plusieurs autres vies, j'ai été régisseur de compagnie de danse, et notamment des ballets de Françoise et Dominique Dupuis il y a 40 ans. Et la recherche du but d'une compagnie de danse est totalement aux antipodes de ce que cherche un lieu qui reçoit du public payant. C'est sans doute pour ça que j'ai ressenti que la mise en place de votre système, qui est un système technique qui effectivement existe par ailleurs, mais que vous avez un petit peu, on va dire, bidouillé et formaté à votre sauce, ce qui est ça qui m'intéressait au départ de venir vous écouter. Je pense que le contenu artistique est totalement fermé et spécialisé. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez utilisé un milieu artistique précis qui est la danse et une compagnie, mais vous n'avez pas cherché dans la présentation de votre spectacle, enfin de votre technologie, à laisser la porte ouverte à l'adaptation à d'autres technologies, à d'autres spectacles qui, eux, nécessitent une sorte d'obligation de résultat, pas commercial, enfin oui, commercial bien sûr, mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Non, pas du tout. Je suis vraiment perdu. C'est-à-dire que la danse contemporaine, le langage d'une troupe de danse est forcément hermétique. Alors, pardon, excusez-moi de vous couper. Oui. La fugue trampoline sur Facebook, c'est 70 millions de vues. Monsieur. Non, mais je ne parle pas de la fugue trampoline. C'est 70 millions de vues. Je parle de la démarche de votre mise en place qui excusez-moi, mais elle me laisse froid. C'est-à-dire, je n'ai pas compris quel était le but final de la manœuvre en dehors d'une sensation de toucher, de partage avec des danseurs, mais honnêtement, je ne suis pas rentré dedans. C'est ça que je voulais vous faire comprendre. C'est-à-dire que. D'accord, mais c'est voilà. Le propre d'une œuvre artistique de cliver et de ne pas laisser. Oui. Mais par contre, est-ce que vous êtes, vous, partant dans l'idée de votre système à mettre en place, est-ce que vous êtes à l'affût de l'extension dans d'autres domaines que la danse? Ça sera la dernière question. D'accord. Alors, nous, on fait plein de choses différentes. Voilà. On ne fait jamais 2 fois le même projet. C'est le principe de notre studio. Okay. Donc voilà, et la manière dont vous enfermez toute la démarche de ce qu'on a fait dans une pensée très caricaturale de ce qu'est le subventionné. Enfin, moi, en fait, ça m'est très étranger. Je produis des œuvres culturelles, point, pour le grand public. Pour moi, ça, c'est grand public, parce qu'il n'y a pas de mots, il n'y a que de la musique, et il y a un mouvement hyper universel que n'importe qui peut refaire. Et pour moi, ça, c'est grand public et c'est universel parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Il faut avoir 13 ans, c'est la seule chose, mais il n'y a pas de barrière à l'entrée. Et d'ailleurs, c'est un peu... moi, je trouve que... je pense que les mêmes personnes peuvent aller au parc Astérix et regarder la fugue trampoline. Moi, j'appartiens à une génération, justement, où on a cessé, une fois pour toutes, j'ai un t-shirt ici, XOR, et juste, on a arrêté. Moi, j'ai arrêté, ça fait 17 ans que je produis, j'ai arrêté d'opposer la culture de l'élite et la culture du peuple. Ce que vous êtes en train de faire, monsieur, c'est exactement ça. Moi, je l'ignore, en fait. Ça ne m'intéresse pas. Je vous dis, ça, c'est accessible à un enfant de 3 ans. Et on peut toucher une vieille dame japonaise de 70 ans avec ça. Parce que c'est juste, le véhicule, il est universel. C'est de la musique et de la danse. Pour moi, c'est l'essentiel.
Le coup d'après, on a fait un truc pour apprendre le français aux migrants. Ça vient de sortir il y a 15 jours. Le coup d'avant, on faisait une expérience de sciences participatives avec le Muséum national d'histoire naturelle pour que les grands-parents et les petits-enfants apprennent les oiseaux dans leur jardin. Ça fait un carton depuis 5 ans. On explore. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur le côté hermétique. Je respecte totalement que ça ne vous touche pas. Vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas fait, donc c'est une sensation de loin. C'est comme si vous regardiez une bande-annonce d'un film et que vous en faisiez une critique. Donc malheureusement, ça ne tourne pas partout tout le temps, mais je pense que c'est une expérience que les gens apprécient parce que, je crois, on a mis la technologie à l'endroit où elle doit être, c'est-à-dire un moyen, un instrument, un outil. C'est comme le son, c'est comme la lumière, c'est un ingrédient, c'est pas une fin en soi. Et en fait, on joue avec la technologie de la même manière qu'on joue avec le son, l'image, l'écriture, les costumes et le décor. Ça fait partie des ingrédients qu'on a décidé de mixer. Voilà. Mais merci pour cet échange vivifiant. Merci, c'est bon ? Merci.